Moutier alla en effet chez le curé, mais non pas pour amener Torchonnet au général, dont la colère était redoutable. Furieux comme il l'était contre ce misérable Torchonnet, il l'aurait assommé, mis en pièces sans pitié. Il alla donc chez le curé, le trouva travaillant dans sa chambre. Torchonnet était resté dans la salle d'entrée. « Pardon, monsieur le curé, si je vous dérange, il s'agit de choses graves, et j'ai besoin de votre aide pour nous tirer d'affaire. » Moutier raconta brièvement au curé ce qui venait de se passer et ce qui avait été découvert par le récit naïf du petit Paul. « Vous voyez mon embarras, monsieur le curé, si le général voit Torchonnet, il le tuera sans le vouloir et sans le savoir. D'un autre côté, si je reviens sans lui, il va vouloir venir lui-même le chercher. Et puis, le père des enfants est tellement indigné de la méchanceté, de l'ingratitude de Torchonnet envers Jacques, que de ce côté-là encore, il y a un danger à éviter. » Le curé. « Vous avez bien fait, mon bon ami, de venir m'en parler. Je ne vois qu'un moyen d'éviter ces deux dangers, c'est d'éloigner Torchonnet. » Moutier. « Où l'envoyer, monsieur le curé? Chez qui? Avec qui? » Le curé. « Ma bonne va le mener chez son frère, gendarme à Domfront, il sera là en bonne surveillance, et nous lui ferons croire qu'il est en état d'arrestation. Voulez-vous appeler ma bonne? » Moutier allait répondre, lorsque des cris, suivis d'affreux hurlements, se firent entendre. Il se précipita du côté d'où il partait, le curé le suivit avec plus de lenteur. Arrivé à la porte de la salle d'où partaient ces cris horribles, ils la trouvèrent fermée à double tour. « On égorge ma pauvre bonne !» s'écria le curé avec terreur. « Il faut entrer à tout prix !» cria Moutier. Il appuya contre la porte, mais elle s'ouvrait en dehors, elle était en chêne épais, la serrure était solide, toute la force de Moutier était insuffisante pour la briser. Les hurlements continuaient, la voix s'enrouait et faiblissait. « Par la fenêtre !» s'écria Moutier. Et, s'élançant au dehors, il brisa un carreau, tourna l'espagnolette, sauta dans la chambre, et vit un homme, qu'il ne reconnut pas au premier abord, assommant à coups de fouet un petit garçon à demi déshabillé, qui se tordait et rugissait sous l'étreinte et les coups de l'homme, chaque coup marquait sur la chair une trace livide. Moutier se jeta sur l'inconnu, lui arracha le fouet des mains, le repoussa violemment et allait le frapper, quand lui-même faillit tomber de surprise. L'homme était le général, l'enfant était Torchonnet. Le général, ne voyant pas revenir Moutier et devinant une trahison, était sorti doucement de l'auberge, avait été au presbytère, où il trouva Torchonnet dans la salle. Le général s'était armé de son fouet à chien, il ne dit rien, mais ses yeux lancèrent des flammes quand il vit Torchonnet, rempli d'espoir, approcher mielleusement de lui en l'appelant son cher général. Il se jeta sur lui arracha en moins d'une minute ses vêtements, ferma la porte à double tour, et commença à lui administrer le knout avec une vigueur qui provoqua les hurlements du coupable. Lorsque Moutier arrêta le supplice de Torchonnet, le général demanda à ce dernier s'il savait à présent ce qu'était le knout. Moutier, dans la salle, et le curé, en dehors à la fenêtre, restaient immobiles, ne sachant quel parti prendre. À mesure que la colère du général se dissipait, la honte semblait le gagner. Lui aussi restait à la même place, sans faire un mouvement, sans dire une parole. Moutier fut le premier qui parla. « Monsieur le curé, ayez la bonté de m'envoyer votre bonne, je vais ouvrir la porte de la salle, cet enfant a besoin de secours. » Le curé. « Je vais revenir moi-même avec elle, mon ami. Il faut à ce garçon un pansement sérieux, nous allons le couvrir de vin et d'huile, le baume du Samaritain de l'Évangile. » Moutier alla ouvrir la porte, ni lui, ni le curé, ni la bonne ne firent attention au général, qui paraissait de plus en plus honteux et embarrassé. La bonne et Moutier emportèrent Torchonnet dans sa chambre. Le général arrêta par le bras le curé qui les suivait. « Monsieur le curé, je vous donnerai 10 000 francs pour ce voleur, dit-il à voix basse. » Le curé lui jeta un regard sévère. « L'argent ne rachète pas le mal, monsieur, il ne paye pas la souffrance. » Le général. « Mais que voulez-vous que je fasse ? » Le curé. « Rien, monsieur, personne ne vous demande rien, il fallait vous abstenir de ce que vous avez fait. Maintenant, vous ne pouvez que demander pardon à Dieu de votre violence et la réprimer à l'avenir. » Le général. « Monsieur le curé, ne me regardez pas avec des yeux si sévères, il me trouble la conscience et le cœur. Je ne suis pas méchant, je vous assure, seulement un peu trop vif. » Le curé. « Pas méchant, monsieur ?
Un peu trop vif? Quand vous assommez cruellement un enfant trop faible pour vous résister? Je vous le répète, monsieur, demandez pardon à Dieu, je n'ai pas d'autre conseil à vous donner. Et le curé sortit, laissant le général plus abattu que fâché. Sot que je suis! Murmura-t-il. Les voilà tous contre moi. Je l'ai frappé fort, c'est vrai. Mais aussi, quel scélérat que ce petit gredin. Ce qui me met hors de moi, c'est son idée fixe, sotte, absurde, de se faire adopter par moi. Et de penser que moi-même j'ai eu pendant 5 minutes cette pensée. Que j'ai pu concevoir un désir pareil. Voyons, que faire à présent? M'en aller. À l'ange gardien, ils vont tous être comme des hérissons, ils me jetteront des regards. Ils me traiteront avec une froideur. Imbécile que je suis. Je n'ai que ce que je mérite. Tout en parlant ainsi, le général arrivait à l'ange gardien. Il ouvrit lentement la porte, hésita à entrer, s'y décida enfin, et se trouva nez à nez avec Elfie. Eh bien, général, demanda-t-elle en riant, avez-vous réglé votre affaire avec Torchonnet comme vous le vouliez? À votre satisfaction? Le général. Comme je le voulais, oui, à ma satisfaction, non, car je suis très mécontent. Elfie. Et de quoi donc, général? Qu'est-ce qui vous a mécontenté? Le général. C'est moi-même, parbleu, j'ai agi en sot, en fou furieux, en méchant animal. Au lieu de fouetter Torchonnet comme il le méritait, par exemple, je l'ai battu. Knouté à le mettre en pièces. D'Érigny. Vous avez bien fait, mon général. J'en aurais fait autant à votre place. Le général, avec satisfaction. Vous trouvez, mon ami? Je crois que vous êtes dans l'erreur. Le curé a dit que j'étais méchant, cruel, que je n'avais qu'à demander pardon à Dieu. Et ce curé, voyez-vous, mon cher, ce curé s'y connaît, il est bon, et puis, j'ai confiance en lui. J'ai frappé trop fort, c'est vrai. J'étais dans une colère. J'aurais tué ce misérable, qui, après m'avoir volé, après avoir voulu faire soupçonner et accuser le pauvre Jacques, a l'impudence d'arriver à moi mielleusement et de m'appeler son cher général. Je l'aurais tué, tant j'étais outré, indigné, si Moutier n'était venu se jeter sur moi et m'arracher mon fouet. Elfie. Et que vous a dit Moutier, mon général? Le général. Rien, mon enfant. Rien. Pas un mot, pas un regard, il m'a plus fait de peine par ce silence, ce dédain, que s'il m'avait battu. Ce bon Moutier. L'indignation était peinte sur sa figure. Et les yeux du curé. Quel regard froid, écrasant. Oui, oui, ma petite Elfie, ils sont très fâchés contre moi. Et moi, je suis tout malheureux et confus, ce qui prouve que j'ai tort et qu'ils ont raison. Elfie, d'Érigny, faites ma paix avec Moutier. J'aime ce garçon, et je ne puis supporter la pensée qu'il m'en veuille sérieusement. Je me recommande à vous, mes amis, et à vous, ma petite femme. Je crois que je l'entends venir, je me sauve, appelez-moi quand vous l'aurez apaisé. Et le général, avec plus d'agilité qu'on ne pouvait lui en supposer, disparut derrière sa porte au moment où Moutier ouvrait celle de l'ange gardien. Elfie courut à lui, son sourire gai et doux dérida le front soucieux de Moutier. Elfie. Le général est triste et honteux, mon ami, honteux de sa colère, triste de votre silence et de votre mécontentement visible. Moutier. Il a raison, ma chère Elfie, et je vois qu'il vous a chargé de plaider sa cause, elle est bien mauvaise, vous avez fort à faire. Elfie. Mon bon Joseph, pensez donc que le général est très colère. Première et bonne excuse, dit Moutier en souriant. Elfie. Laissez-moi finir. Quand il est en colère, il fait des choses qu'il regrette après. Moutier. Et qui n'en sont pas moins faites. Elfie. C'est vrai, mon ami, mais il en est si fâché, qu'on lui pardonne malgré soi. Et puis, songez à la méchanceté, à l'ingratitude de ce méchant Torchonnet, à ce qui serait arrivé s'il avait réussi à placer dans la paillasse de notre pauvre petit Jacques les objets volés au général. Il méritait une bien sévère punition, car moi-même, qui ne suis pas méchante, je l'aurais battu avec un vrai plaisir. Et moi, mon cher Moutier, je dis comme votre bonne Elfie, ce garçon est un scélérat, et je lui aurais donné une fameuse rossée. Madame Blido. Et enfin,
Joseph, il faut dire que le général est russe, et qu'en Russie les coups de fouet se donnent plus facilement que chez nous. Moutier. Peut-être avez-vous raison, mes amis, ma petite Elfie est un excellent avocat. Mais le général tient-il réellement à mon approbation ou à mon mécontentement? Elfie. Énormément, mon ami, le pauvre homme m'a fait peine, il était si honteux, si humble, si attristé. Il s'est sauvé quand il vous a entendu venir, il courait. Je ne pensais pas qu'il fût aussi leste. Moutier sourit, serra affectueusement la main d'Elfie et alla frapper à la porte du général. Le général. Qui est là? Entrez. Moutier entra, s'arrêta un instant. Le général le regarda presque timidement, son regard demandait grâce. Moutier, touché de cet aveu tacite de sa faute, répondit à ce regard par un bon et franc sourire, il marcha à lui et serra une de ses mains dans les siennes en s'inclinant respectueusement. Le général lui sauta au cou, le serra dans ses bras, faillit le renverser, l'étouffer, et ne lui dit qu'un mot, « Merci, mon ami », mais d'un accent si affectueux, si ému, que Moutier sentit disparaître le dernier vestige de mécontentement, et qu'il lui rendit son étreinte avec toute la chaleur d'une affection vive et sincère. « Ouf, dit le général, j'ai 100 livres de moins sur le cœur. Mon bon Moutier. Tout général que je suis, je tiens à votre estime, à votre amitié, en proportion de l'estime et de l'amitié que je vous porte. Tout à l'heure j'étais malheureux. Je vous sentais fâché contre moi, et ma conscience me disait que vous aviez raison. À présent, je me sens heureux et léger comme une plume. Merci, merci, mon général, dit Moutier ému à son tour. Le général. Allons voir les autres là-bas, je n'ai plus honte de personne. Mais avant, dites-moi, mon ami, comment va le pauvre Gredin? Moutier. Pas trop bien, mon général, mais rien de grave. Le baume du curé a bien fait. Le général. C'est que c'est celui de l'Évangile. Il n'est pas étonnant qu'il fasse merveille. L'air joyeux du général fit voir à Elfie qu'elle avait réussi complètement dans sa négociation, elle s'avança vers lui le sourire sur les lèvres, le général lui serra la main à plusieurs reprises. Bon cœur. Excellent enfant. Répétait-il. Et vous autres, petits, continua-t-il en s'adressant aux enfants qui rentraient du jardin, me trouvez-vous bien méchant? Paul. Très méchant, et si j'étais maman, je vous mettrais en pénitence. Le général. Quelle pénitence? Que me ferais-tu? Paul. Je vous donnerais du pain sec à dîner tout seul dans un petit coin. Le général. Et toi, Jacques, qui ne dis rien, que penses-tu? Jacques. Je pense que vous avez fait mal, mais qu'il faut vous aimer tout de même, parce que ce n'est pas exprès que vous êtes méchant. Le général. Laissez donc, Dérigny, laissez-le parler, je veux connaître son idée, qui est peut-être très bonne. Parle, Jacques, explique ce que tu viens de dire. Comment, selon toi, suis-je méchant par exprès? Jacques. Parce que vous êtes si colère, que vous ne savez plus ce que vous dites ni ce que vous faites. Et ce n'est pas votre faute, personne ne vous a dit que c'est mal de s'emporter. Et comme vous êtes très bon quand vous n'êtes pas en colère, tout le monde vous aime tout de même. Le général. Je te remercie, mon enfant, je tâcherai de ne plus m'emporter. Quand j'aurai envie de me fâcher, je penserai à ce que tu m'as dit, merci, merci, enfant. Dérigny avait une vive inquiétude des répliques de ses enfants, les paroles du général le rassurèrent, il jeta sur Jacques un regard de tendresse paternelle que le général devina, car il alla à lui serra la main et lui dit. L'ange gardien porte bonheur, vos enfants sont charmants et excellents comme leur seconde maman et leur tante. La journée ne se passa pas, sans que le général reparlât du dîner de chez Chevet, et du jour de la noce, qui fut enfin fixé à la quinzaine. Le général se retira immédiatement pour écrire, il fit ses commandes, envoya un bon sur son banquier à Paris, commanda un trousseau convenable pour la position d'Elfie, une argenterie considérable, des broches, des épingles, des boucles d'oreilles, des châles, des étoffes, des présents pour Madame Blido, pour Dérigny, pour le curé, pour les enfants, un supplément de mobilier pour l'auberge Bournier, qui était en vente et qu'il voulait acheter tout de suite pour une affaire qu'il avait dans la tête.
Il écrivit à Domfront pour avoir un notaire, il le voulait le soir même, Moutier lui représenta qu'il serait trop tard, que cet empressement lui ferait payer l'auberge un tiers au-dessus de sa valeur. Le général. Que m'importe, mon cher, quelques milliers de roubles de plus? Que voulez-vous que je fasse ici de mes 600 000 roubles du revenu? Moutier. Employez-les bien, mon général, vous trouverez à les placer. Le général. Mais comment? Je ne demande pas mieux, moi, mais, comme l'a dit Jacques le Sage, personne ne me dit ce qui est bien ou mal. Moutier. Eh bien, mon général, pardon si je me permets de vous diriger dans l'emploi de votre argent, mais, il me semble. Le général. Quoi, mon ami? Parlez. Vous n'avez pas assez de 20 000 francs, n'est-ce pas? Demandez tout ce que vous voudrez, j'accorde tout d'avance. Moutier. Oh. Mon général. Comment pouvez-vous avoir une pensée pareille? J'ai trop de 20 000 francs que je dois à votre générosité. Mais je pense que, si vous vouliez, réparer un peu le mal que vous avez fait à ce misérable qui vous aide à voler et qui a mérité toute votre indignation, mais que vous avez réellement trop battu, vous placeriez en son nom quelques milliers de francs qui assureraient son existence. Le général. Bravo. Mon ami, très bien pensé. Et ensuite? Je voudrais faire mieux que cela, quelque chose pour le village, quelque chose qui reste. Moutier. Rien de plus facile, mon général. Causez-en avec monsieur le curé, il connaît les besoins de la commune, il vous dira ce qui lui manque. Le général. Excellent. Parfait. Vite, mon ami, allez me chercher le curé, dites-lui qu'il se dépêche, que je boude d'impatience. Moutier. Mon général, j'ai peur qu'après la scène de ce matin, il ne veuille pas venir. Le général. C'est vrai. Et pourtant, il faut que je le voie aujourd'hui, tout de suite. J'ai une idée. Donnez-moi mon chapeau, je vais y aller. Moutier. Mon général, veuillez attendre un moment, permettez que j'aille d'abord savoir s'il ne. Le général. Il n'y a rien à savoir, je veux y aller moi-même tout de suite, j'ai eu tort, je le sais, et je vais m'arranger avec ce curé, qui est un brave et excellent homme. Le général saisit son chapeau et partit presque courant, suivi de Moutier qui le suppliait vainement d'attendre qu'il eût prévenu le curé. Ils traversèrent ainsi la salle où travaillaient les deux sœurs, elles parurent surprises et interrogèrent du regard Moutier, qui ne put répondre que par un sourire rassurant, un mouvement d'épaule et un geste qui indiquaient une nouvelle idée saugrenue qui passait par la tête du général. En 2 minutes le général fut à la porte du curé. Il entra comme un ouragan, dans la chambre où se tenait le curé. Son entrée bruyante fit tressaillir celui-ci. Le général. Monsieur le curé, je viens vous dire que j'ai eu tort, grand tort, je viens vous en faire mes excuses. Le curé. Ce n'est pas moi, monsieur, que vous avez offensé, vous ne me devez aucune excuse. Si fait, parbleu. C'est vous, puisque vous êtes l'homme de Dieu. Mais Moutier m'a pardonné, n'est-ce pas, Moutier, que vous m'avez pardonné, se tournant vers Moutier, qui incline la tête en souriant. Alors, monsieur le curé, je viens vous dire que, pour expier ma colère, je veux d'abord assurer l'existence de votre mauvais drôle de torchonnet, vous me direz ce qu'il faut et ne vous gênez pas, demandez ce que vous voudrez. Et puis, Moutier m'a dit de vous demander conseil pour le reste. Que faut-il que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? De quoi a-t-on besoin ici? Dépêchez-vous, parce que le notaire vient demain, et, s'il faut acheter quelque chose, je le ferai tout de suite. Le curé restait abasourdi devant ce flux de paroles, dites très vite et très vivement. Il regardait Moutier qui ne pouvait s'empêcher de sourire de l'impatience visible du général, et de l'embarras non moins visible du curé. Le général. Eh bien? Pas de réponse? Qui ne dit mot consent. J'attends, monsieur le curé, la liste de vos nécessités. Le curé. Général. Je ne sais pas du tout, je ne comprends pas très bien. Le général. Que diantre? C'est pourtant bien facile à comprendre. J'ai agi comme un diable, je veux agir comme un ange gardien pour faire la compensation. Le curé ne put s'empêcher de sourire, la cause était gagnée. Le général le serra dans ses bras, puis l'obligeant à s'asseoir, s'assit lui aussi, et, cherchant à prendre un air grave. Le général.
Maintenant, monsieur le curé, défilez-moi votre chapelet. Que vous faut-il? Le curé. Vous ne croyez pas si bien dire, monsieur, car il est très vrai que c'est tout un chapelet de nécessité pressante. Tant mieux, dit le général, joyeux et se frottant les mains. Commençons. Le curé. D'abord, des secours pour mes pauvres, des vêtements, du pain, des remèdes pour les malades, etc. Ensuite, une réparation générale à ma pauvre église, plus la décoration intérieure, peinture, vitraux, dorures, etc. Une sacristie à construire et à garnir, nos ornements et nos vases sacrés sont dans un état déplorable. Et ça fait 50 000 francs. Après? Le curé sauta de dessus sa chaise. Le curé. 50 000 francs. C'est moitié trop, général. Le général. Eh bien. Avec le reste, vous ferez réparer, arranger votre presbytère, qui est en ruine et en loc. Après? Le curé. Si nous pouvions avoir 4 sœurs de charité, général, nous aurions une bonne instruction pour les filles, une salle d'asile pour les enfants pauvres, et des secours et des médicaments pour les malades. Le général. Pourrez-vous avoir le tout pour 100 000 francs? Le curé. Avec 100 000 francs, on pourrait de plus bâtir et fonder un hôpital pour 6 ou 8 malades, général, ce serait le bonheur du pays. Le général. Vous recevrez 150 000 francs pour tout cela sous peu de temps, monsieur le curé, et si c'est insuffisant, vous me le direz. J'ajoute 10 000 francs que vous placerez pour ce gueux de Torchonnet. Il les doit à mon repentir. Si je ne l'avais si terriblement battu, je ne lui aurais jamais donné une épingle à ce voleur, ce menteur, ce calomniateur, ingrat, méchant, trompeur, scélérat en un mot. Je ne veux le revoir de ma vie, je ne réponds pas de ce que je ferais s'il avait l'audace de se représenter chez moi. Le curé ne savait pas le détail de ce qui s'était passé, le général le lui raconta avec force épithètes et injures contre Torchonnet. Le curé comprit mieux alors la colère du général, l'excusa en partie, et déclara qu'aussitôt après la guérison de Torchonnet, il le mettrait chez les frères de la doctrine chrétienne, seuls capables de contenir et corriger les penchants vicieux de ce malheureux enfant. Quant aux objets volés, le curé alla immédiatement faire une recherche dans la chambre de Torchonnet, il n'eut pas de peine à trouver au fond d'un tiroir de commode, sous un paquet d'habits, la timbale et le couvert qu'il remit au général. Le général et le curé se séparèrent fort contents l'un de l'autre, le général invita le curé à venir dîner. Ne vous gênez pas, mon bon curé, venez souvent dîner avec nous, les sœurs de l'Ange Gardien vous aiment bien, Moutier aussi, les enfants aussi, leur père vous aimera, et moi je vous respecte et vous aime. Que la dépense que vous leur occasionnerez ne vous arrête pas. C'est moi qui paye tout depuis le jour où j'ai mis le pied dans la maison. Vous, Moutier, vous n'avez pas besoin de hocher la tête et de vous démener comme un diable dans un bénitier, je vous dis que ce sera comme ça, je paye tout, ou bien je n'assiste pas à la noce. Ah! Ah! La menace fait son effet. L'ami Moutier se calme. Bien, mon garçon, bien. Le général partit en riant, Moutier le suivit riant également. Le curé les regarda s'éloigner, drôle d'original, dit-il, bon homme, brave homme. Généreux, juste, mais terrible à vivre. Quelle raclée il a donné à mon pauvre Pierre Torchonnet. Ce dernier l'avait mérité tout de même, maintenant que c'est fait, je n'en suis pas fâché. Il commençait à mal tourner tout à fait.